Et bonjour à toutes et à tous, messieurs, mesdames les directeurs, docteurs, messieurs, mesdames les représentants de la Haute Autorité de Santé, de la Direction Générale de l'Offre de Soins, de l'Assurance Maladie, de la DCGDR, de la Structure Régionale d'Appui. Merci de participer pour une partie d'entre vous et animer pour une partie d'entre vous ce webinaire sur le renforcement de la politique de qualité des établissements de santé. La qualité dans les établissements de santé est un sujet qui date, mais qui est ô combien d'actualité, à travers notamment les différentes évolutions des dispositifs d'accréditation et de certification HAS 2007, 2012, 2014, 2020, il y en aura d'autres. Donc c'est dorénavant un dispositif qui est bien ancré au sein des établissements de santé, mais qui progresse et qui doit continuer à progresser. La qualité devient un vrai outil de pilotage de la prise en charge au sein de vos structures. Ça devient également maintenant un support à l'allocation de ressources. Ça doit toutefois ne pas être un objectif à l'allocation de ressources et de bien distinguer que la qualité et la sécurité des soins est faite avant tout et surtout au bénéfice de la prise en charge du patient et qu'elle se traduira le cas échéant par des ressources complémentaires et pas l'inverse. On atteint quand même des montants d'accompagnement assez substantiels. On a démarré, je dirais, de manière normale à un niveau faible pour la France entière à 40 millions d'euros. On en est maintenant à 700 millions d'euros en objectif. Donc on voit que cette qualité devient une part extrêmement importante et ô combien nécessaire. Je dirais même qualité et sécurité de la prise en charge. Des indicateurs se font jour à ce sujet, les fameux IQQS, indicateurs qualité-sécurité des soins, qui permettent quelque part de cartographier, d'avoir un avis au-delà des résultats des certifications HAS sur le niveau qualité atteint par les différents établissements. Le rôle de l'ARS dans tout ça, puisque vous le voyez autour de la table, on est nombreux, outre l'ARS et les équipes que je remercie, mais le rôle de l'ARS est avant tout et surtout d'accompagner les établissements dans leur progression. Il le fait en s'appuyant sur la structure régionale d'appui, que je remercie une fois de plus, soit à travers des actions qui sont des actions transversales de formation, ou soit à travers des actions d'accompagnement plus ciblées d'établissements qui se retrouvent potentiellement en difficulté sur quelques sujets ou quelques champs de la qualité. Notre rôle aussi, il est d'anticiper des éventuelles difficultés que des établissements pourraient rencontrer et d'avoir auprès d'eux un accompagnement plus proche et de définir avec eux ce que l'on a fait, des plans d'action qui visent à améliorer la qualité et donc à atteindre les niveaux de certification nécessaires et attendus par l'HAS. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long sur l'introduction de ce webinaire. Vous le verrez, il est dense, un grand nombre de sujets à l'ordre du jour avec aussi un grand nombre d'interlocuteurs et de présentateurs. Donc sans attendre, je passe la parole aux équipes, à Hélène Bomy à mes côtés, Emmanuel Sénave également, Aude-Sylvie Laverne que vous connaissez tous, Élodie Guilbeault qui sont hors du champ de la caméra, mais on aura l'occasion de faire tourner la caméra durant ce webinaire et de vous passer la parole. Hélène, je te passe la souris. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu que le programme de l'après-midi est bien chargé. Donc, nous allons commencer avec une intervention de Madame Sandrine Morin pour la Haute Autorité de Santé. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Je vais vous passer la main, Madame Morin, Oui. juste préciser aux spectateurs que vous pouvez poser vos questions via le chat et nous aurons des temps de réponse à accorder pour répondre à vos questions. Madame Morin, je pense que vous avez la main. Alors, je regarde. Oui, ça a l'air de marcher. Donc, bonjour à tous, Sandrine Morin, je suis adjointe au service évaluation
hop là, à l'HAS, évaluation et outils pour la qualité et la sécurité des soins. Et je vais vous faire un point rapide sur les actualités des QSS. Alors, j'ai pas complètement la main. Donc, juste en attendant que je règle mes problèmes de PowerPoint. Donc, ces indicateurs de qualité et de sécurité des soins, vous les manipulez depuis longtemps parce qu'ils vous sont proposés depuis au moins 2008. Alors, avant, ils s'appelaient des IPAC, se sont appelés IPACS, mais ils étaient dépendants du nom du service. Donc, maintenant, ils ont un nom officiel, c'est indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ils ont pour mission de faire de la comparaison inter-établissement. Donc, ils sont développés pour ça et leur objectif premier est d'améliorer les pratiques des professionnels de santé, d'aider au pilotage et à la gestion de la qualité des établissements de santé. Et comme vous allez voir, ils ont quand même pas mal de qualités métrologiques. S'ils peuvent contribuer à la transparence des usagers et aider au pilotage des politiques, c'est un gain pour tout le monde. Alors, juste avant de rentrer dans le détail des donc des IQSS 2022, juste pour vous rappeler qu'ils sont validés donc à la fois en pertinence clinique, en pertinence pour l'amélioration. Ils ont des qualités métrologiques statistiques qui sont mesurées et qui sont testées. Et donc, pour faire tout ça, c'est parce qu'on a des impératifs de méthode, on s'appuie sur la littérature, on a forcément une phase de concertation avec les parties prenantes pour aider à l'acceptation des sujets. Et puis, on a toujours, et systématiquement, comme le fait la Haute Autorité de Santé, un groupe de travail d'experts où on a les DPI qui sont… alors, on a un problème de défilement. Je ne sais pas comment on remet en arrière. On a aussi les déclarations publiques d'intérêt qui sont traitées. On les teste systématiquement avec les établissements et vous le savez parce que vous êtes nombreux à participer pour faire un retour terrain. Et une fois qu'on a fait toutes nos analyses, on considère qu'ils sont validés, sont déployables au national et on met en place aussi des actions de contrôle si c'est possible de le faire. Après, pour l'instant, tous les indicateurs de qualité et sécurité des soins ont des outils de contrôle qui sont déployables et ensuite, ils sont utilisés dans la certification notamment. Donc, sur les indicateurs 2022, donc, vous avez tous eu à participer au recueil d'indicateurs sur 6 mois en 2022 pour le dossier patient. Il y a eu 16 indicateurs qui sont rappelés sur la droite de la diapositive, donc qui concernaient la coordination hôpital-ville, notamment la lettre de liaison à la sortie. Sur le SSR, on avait un projet de soins, projet de vie. En HAD, on avait des indicateurs sur la coordination et sur les escars. On avait un indicateur douleur qui est déployé sur les 4 secteurs, notamment la psychiatrie, qui est le petit nouveau, aussi sur la lettre de liaison à la sortie. Il y avait des indicateurs spécifiques au suivi somatique de ces patients en psychiatrie, qui est un enjeu majeur pour leur survie. Et puis, on avait un indicateur sur les infections associées aux soins. Donc, ces indicateurs ont été mesurés jusqu'au 30 septembre. Les établissements, vous avez pu voir vos résultats dès que vous avez fini votre recueil. Et quand nous avons clôturé, c'est-à-dire début octobre, vous avez maintenant à disposition les comparatifs pour pouvoir vous situer. Donc, ces résultats qui vous sont restitués sont des dossiers 2021 qui ont été audités. Donc, on est un peu en retard sur les résultats agrégés, on ne les sortira qu'au mois de janvier, d'où l'absence de présentation de chiffres lors de cette présentation. Mais j'ai regardé où se situait la région Hauts-de-France et globalement, vous êtes plutôt bon, vous êtes pour la grande majorité des indicateurs au-dessus des résultats nationaux. Donc, c'est une bonne dynamique et même sur la lettre de liaison à la sortie, qui est un indicateur compliqué pour les établissements mais qui est en constante progression, vous êtes au-dessus du national. Ensuite, vous avez eu aussi, alors il y a moins de charge de travail pour vous, mais il y a une charge de travail régulière pour vous, c'est la mesure des indicateurs sur le dispositif ISATIS, donc les 3 ISATIS qui sont sur le MCO 48 heures, la Chiambu et le SSR. Donc ces mesures se sont déroulées, donc on a collecté les données patients d'octobre 2021 à septembre 2022. En septembre 2022, virtuellement, nous avons bloqué la plateforme pour ouvrir la campagne 2023, donc qui est en cours. Donc, le dépôt d'email doit se faire de manière régulière. Et donc, les résultats sur le national de 2022, pareil, est en cours de mise en page et d'analyse. Et tous ces résultats seront diffusés en open data et sur Caliscope au mois de janvier. Alors, l'étape maintenant, c'est de passer à la diapo suivante. Donc, c'était juste un focus sur la diapo suivante, sur vos résultats ISATIS en 2021. Alors, voilà. Alors, c'est bien sûr, ce n'est pas les résultats de cette année, mais il n'y a pas de raison que ça change. C'est pour vous montrer où se situe la région Hauts-de-France. Donc, sur le 48 heures et sur la chirurgie ambulatoire. Donc, vous avez à peu près 80 établissements en MCO 48 heures qui sont concernés à titre d'avoir eu assez de patients qui ont répondu. Donc, le minimum statistique, c'est 30, mais bien sûr, ce n'est pas 30 patients qui sont pris en charge par les hôpitaux. Et comme vous pouvez voir, vous avez des résultats qui sont au-dessus, alors même si des fois c'est de quelques points, qui sont au-dessus des résultats nationaux.
Donc, Hauts-de-France est très bien positionné en 48 heures. Pour la chirurgie ambulatoire, c'est pareil. Et sur la diapositive suivante, qui est sur le SSR, vous avez aussi des résultats qui sont au-dessus du national. Donc, la région a de bons résultats. Ensuite, dans les actualités, donc vous avez eu aussi à recueillir l'indicateur ICHA. Donc, c'est l'indicateur sur les consommation de solutions hydroalcooliques. Donc, il a été fait en décalé, il a été fait au mois de septembre pour éviter de surcharger la période où vous aviez les 2 audits de dossiers patients. Cette année, on a encore utilisé la source SAE et donc la SAE a ses résultats définitifs en novembre. Donc, on ne vous a rendu des résultats définitifs qu'à ce moment-là. Mais les établissements, bien sûr, vous aviez vos résultats avant, vous pouviez voir. Et au niveau des résultats, pareil, vous avez une bonne dynamique sur cette solution hydroalcoolique qui a quand même connu un coup de boost lors de l'épidémie qui dure depuis 2020. Pareil, les résultats seront consolidés à cette période-là et on les mettra en open data et sur Caliscope l'an prochain. Sur les infections associées aux soins, je voulais vous faire un petit point sur l'actualité parce que même si c'est une fin de développement, c'est quand même important pour vous. Vous avez été 145 sur 300 en Hauts-de-France à participer à la dernière expérimentation sur la vaccination antigrippale des professionnels de santé. Donc, il fallait collecter le nombre de professionnels vaccinés et donc les saisir sur la plateforme. Vous avez eu une première saisie de vos données SAE à faire à la main et puis ensuite, nous, on a attendu la SAE donc, au mois de novembre. L'indicateur, donc les résultats vous ont été rendus sur Calas, donc vous pouvez aller les voir. L'indicateur est considéré comme validé. Maintenant, il va falloir le déployer nationalement l'an prochain pour avoir un recueil sur l'ensemble des établissements de France. Et on adaptera bien entendu les comparaisons puisque vous êtes souvent habitués à avoir du A, B, C ou du vert, orange, rouge. On va regarder ça parce que ABC sur le thème de la vaccination antigrippale, ça n'a pas de sens. Donc, on va adapter tout ça et on va tester avec notre groupe de travail les classements décidés donc après la campagne 2023 et nous vous restituerons tout ça en fin d'année et il y aura des échanges bien entendu avec les parties prenantes. Donc ça, ce sont les indicateurs qui ont nécessité une collecte de votre part de la donnée. En parallèle, en fin d'année, donc vous en avez une grande partie déjà en ligne sur la plateforme Calas. Donc, on vous a restitué les résultats des indicateurs sur les complications post-opératoires en chirurgie orthopédique qui sont très axées prothèse totale de hanche et de genou. Donc, ce qui s'appelle ETE, c'est les complications thromboemboliques. Madame Morin, je pense qu'on a un petit problème technique, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous nous entendez. Excusez-nous, on essaie de contacter Madame Morin, on a perdu la liaison. Je sais pas. Elle vient de me répondre sur mon téléphone, elle n'a plus d'internet. Ah, elle n'a plus d'internet. Ce qu'on va faire pour ne pas perdre de temps, on va peut-être enchaîner avec la présentation suivante. Oui. On avait prévu que donc, la DCGDR, l'assurance maladie, puisse présenter l'amélioration de la qualité de la lettre de liaison à la sortie. Je ne sais pas si côté DCGDR. Nous sommes présents. Super. Est-ce que vous pouvez prendre la relève le temps que Madame Morin puisse se reconnecter? On reviendra sur sa présentation après. Désolé pour ce temps. Pas de souci. Voilà, Madame Delcroix et Monsieur Ruzet, je vous donne la parole et l'accès pour votre diaporama. On vous laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, docteur Isabelle Delcroix. Donc, je suis médecin conseil en charge de l'accompagnement des offreurs de soins au niveau de la DRSM des Hauts-de-France. Donc, en fait, on va vous présenter une action d'amélioration donc en région donc sur la qualité donc de la lettre de liaison à la sortie. Diapo suivante. Voilà, donc c'est un accompagnement qui va être réalisé conjointement assurance maladie, donc ARS. Donc les enjeux donc de la qualité donc de la lettre de liaison donc à la sortie, c'est un document donc qui est important donc dans la continuité de la prise en charge du patient. Qui permet la transmission des informations nécessaires à la fois pour sécuriser et fluidifier donc le parcours de santé. La lettre de liaison à la sortie, elle s'inscrit dans un contexte réglementaire puisqu'elle est obligatoire donc, depuis le 1er janvier 2017, inscription au décret donc, du 20 juillet donc, 2016. Le patient donc, est acteur donc, dans son parcours de soins et cette lettre de liaison, elle est transmise au patient, au médecin traitant ou au praticien qui a adressé le patient à la sortie de l'hospitalisation.
Enfin, cette lettre de liaison, donc, elle est actuellement facilitée par le développement, enfin, la transmission est facilitée par le développement donc, du numérique en santé, puisqu'une alimentation automatique est possible dans le profil Mon Espace Santé donc, pour le patient, et la transmission peut être réalisée donc, par messagerie sécurisée. Alors, cet indicateur donc, sur la qualité donc, de la lettre de liaison à la sortie a été développé donc, par l'HAS. Elle a pour objectif premier s'inscrit pleinement dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cet indicateur est développé donc, dans les services de MCO, donc en chirurgie ambulatoire, en SSR et en psychiatrie donc, depuis 2021. Cet indicateur mesure l'existence et la complétude des lettres de liaison donc, à la sortie sur plusieurs critères. Donc, c'est un score qui est composite. Ce score est compris entre 0 et 100 et il indique le niveau de qualité de l'ensemble des lettres de liaison de sortie qui sont produites. Donc, un objectif de performance est fixe dans le temps et dont la valeur a été fixée à 80 sur 100. Cet objectif est à atteindre, voire à dépasser. Alors, ici, on vous présente cet indicateur, donc s'appuie sur les résultats nationaux donc, qui ont été publiés donc, en 2019 donc, par l'HAS. Alors, concernant donc, les établissements donc, MCO, on a un score moyen national pondéré donc, de 49. Ce qui représente 23% donc, des établissements donc, sur les 1286 qui ont atteint un niveau satisfaisant. Il y a eu au total 99 308 dossiers qui ont été analysés. Et à partir de ce score, on va aller cibler les établissements donc, qui sont en deçà de ce score moyen national. Donc, ce qui représente sur l'année 2019 429 établissements. Donc, on voit qu'il y a encore une marge d'amélioration qui est importante, puisque un quart des établissements ont un résultat qui est compris entre 0 et 34 points pour les établissements MCO. Donc, ça, ce sont les résultats nationaux. On vient de recevoir les résultats donc, pour 2022. En fait, on a une amélioration en fait, de cet indicateur au niveau des établissements MCO, puisqu'il passe de 49 à 56% sur le comparatif entre 2019 et 2022. Et au niveau des établissements ciblés, donc, on serait sur 353 établissements qui seraient en deçà de ce score moyen. Alors, on fait le même pour donc la diapo juste d'avant. Donc, la même chose au niveau donc, de la chirurgie ambulatoire, puisque pour la chirurgie ambulatoire, on a un score moyen qui est de 58%, donc sur les résultats de 2019, ce qui représente 24% des établissements de santé qui ont atteint donc, ce niveau satisfaisant sur 944 établissements. Donc, on a 396 établissements qui sont en deçà donc, de ce score moyen. Et si on prend les chiffres de 2022, on a une progression puisqu'on passe de 58 à 62 points. Et donc, le ciblage retenu passe de 396 à 369 établissements qui sont en deçà. Alors, je vais prendre la suite. Par contre, on est un petit peu en avance sur les diapos. On pourrait revenir un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît. Ouais, merci. Donc, moi, je me présente brièvement. Je suis Michael Ruizet, je suis chargé de mission au sein de la cellule régionale en coordination en gestion du risque, donc pour l'assurance maladie, et on travaille directement en lien avec la DRSM. Alors, sur cette campagne d'accompagnement, on vient d'évoquer la performance autour des scorages. On a vu qu'on n'était pas toujours au rendez-vous malgré une amélioration. Et donc, l'objet de cet accompagnement, ça va être surtout de venir en appui des établissements qui vont être les plus en écart par rapport à la performance qui a été constatée. Donc, on le disait, et on en parlera un petit peu plus loin sur les modalités d'identification des établissements qui sont accompagnés. Le but, c'est de filtrer en quelque sorte notre accompagnement à destination de certains établissements. C'est pour ça qu'on parle d'établissements ciblés dans cette slide.
Et notamment, cet accompagnement va porter sur un certain nombre de volets. Il y a 3 volets qui ont été identifiés comme étant les plus en faiblesse au regard des résultats nationaux. Les volets, ce sera le traitement médicamenteux à la sortie, la planification des soins à la sortie, mais aussi la remise de la lettre de liaison à la sortie du patient. Donc, ça va constituer l'amélioration de la qualité de la coordination des soins, va constituer un des premiers axes, un des premiers objectifs attendus, au travers justement le renforcement de ces 3 volets que je viens de citer. Le but étant aussi de fluidifier, de sécuriser le parcours de soins. Et là, on fait directement le lien avec le numérique en santé, avec le déploiement de Mon Espace Santé, qui constitue un outil favorable justement à la performance de ces indicateurs. Et aussi, la volonté de cet accompagnement, hein, derrière ce qui va être mis en place, ça sera de contribuer au développement du lien ville-hôpital. On considère bien évidemment que la lettre de liaison constitue une clé de voûte quant à la circulation de l'information entre le monde de l'hôpital et le médecin traitant ou le médecin adresseur. Donc l'idée, ça va être bien de mettre en place un accompagnement conjoint ARS, grade, assurance maladie, et éventuellement on peut peut-être passer à la slide suivante s'il vous plaît, pour décrire un petit peu plus en détail le contenu de cet accompagnement. Alors cet accompagnement va se faire en différentes phases. Sachez qu'avant justement d'aller voir les établissements, nous, ce qui nous paraît intéressant, et c'est l'objet aussi de notre présentation d'aujourd'hui, c'est d'avoir déjà une information préalable des établissements sur cette démarche d'accompagnement. Mais on aura aussi un temps d'échange interne, ARS, grade, assurance maladie, sur l'identification des établissements, la consolidation des établissements qu'on va aller voir. Donc ça renvoie à la notion de ciblage que je vais détailler un peu plus en détail. Et après, il y aura les modalités de mise en œuvre de cet accompagnement avec les objectifs attendus. Alors concernant cette notion de ciblage, et c'est la slide qu'on a sous les yeux, on va remettre en place finalement une démarche qu'on a déjà à l'instar des CACES, où la Caisse nationale d'assurance maladie procède à un pré-ciblage, et c'est ce qui vous est indiqué dans cette slide. On va procéder à un pré-ciblage des établissements sur la base des données de 2021. Donc, c'est ce qu'on indiquait, ça va être les établissements qui vont être les plus en écart et on considère à ce stade de l'identification des établissements, les établissements les plus en écart comme étant ceux qui se situent en deçà de la moyenne nationale. Ce ciblage national va faire ensuite l'objet d'un travail au niveau régional, le but étant, et c'est ce qu'on va développer un peu plus en détail par la suite, le but étant de pouvoir proposer un accompagnement à la carte. Chaque établissement se situe dans une situation qui lui est propre, au sein d'un écosystème qui lui est propre, avec ses particularismes. Et le but, c'est de pouvoir travailler conjointement ARS, grade, assurance maladie, à l'affinage de ce pré-ciblage national, en essayant d'avoir une vision à 360 de la situation de chaque établissement et de tenir compte d'un certain nombre de critères pour affiner cet établissement. Donc là, ici, on a cité quelques critères pour nous aider au niveau régional à affiner. Ce ne sont pas des critères exhaustifs, mais le but, c'est d'appréhender un certain nombre d'éléments qui pourraient venir expliquer la situation, qui pourraient venir nous conforter ou nous identifier un certain nombre de pistes, de leviers d'action à mettre en œuvre ensuite au regard de l'analyse des données propres à chaque établissement. On fait le lien nécessairement, je pense, avec le déploiement du numérique en santé, puisque évidemment les établissements qui sont le plus en avance sur cette thématique sont ceux qui potentiellement pourraient avoir le plus de facilité à améliorer, au moins via cet axe-là, la qualité de la lettre de liaison. Un élément qu'on prend aussi en compte, c'est la présence de services ou de spécialités qui sont impliqués dans les parcours. C'est ce que vous voyez à l'écran, puisque pour nous, ça a revêt une importance primordiale également. Et enfin, un autre critère qui sera pris en compte, mais encore une fois, on n'est pas exhaustif, ça va être la notion d'ancrage territorial, l'inscription de l'établissement dans son écosystème. Par exemple, le lien, alors là, c'est effacé à cause du logo, le lien, par exemple, qu'il peut y avoir avec une CPTS, un établissement pouvant avoir formalisé une convention. Et de ce fait-là, il y a cette articulation, cette liaison qui se fait entre le monde de l'hôpital et le monde de la vie. Donc tout ça pour dire qu'il y a un travail d'affinage qui va commencer à se mettre en œuvre et qui va permettre ensuite, et on peut basculer à la slide suivante s'il vous plaît. On peut changer de slide.
Merci. Donc voilà, on va travailler nous en interne ARS, grade assurance maladie, à identifier les établissements pour pouvoir mettre en place un accompagnement, comme je l'indiquais, un accompagnement à la carte. Donc c'est primordial pour nous d'avoir ce temps préparatoire parce qu'on va, comme je le disais, avoir un temps d'échange pluridisciplinaire en médico-administratif pour avoir une vision à 360. On va essayer d'analyser toutes les données dont on dispose pour pouvoir venir justement auprès de l'établissement dans le cadre d'une réunion qu'on essaie de caler a priori sur un format d'1h30 à 2h, en sollicitant finalement les acteurs qui sont le plus appropriés pour chaque situation, donc encore une fois pour un accompagnement à la carte. D'où pour nous ce travail préparatoire. L'idée étant que dans le cadre de cette visite, on puisse échanger avec les représentants de l'établissement, représentants ARS, représentants assurance maladie, sur le contenu des éléments qu'on a pu analyser. Donc, ça voudra dire qu'à l'occasion de cet accompagnement, enfin à l'occasion de cette visite, on va revenir sur un certain nombre d'éléments socles. Donc, je ne reviens pas dessus, c'est des choses qui pourraient être abordées à l'occasion justement des entretiens. Le but étant pour nous justement de décrypter avec l'établissement les composantes de son scoring, donc voir finalement quels sont les indicateurs sur lesquels l'établissement va être le plus en difficulté, notamment concernant les critères ciblés, et voir aussi quel est le lien qui pourrait être mis en place avec le numérique en santé. Le but étant à terme d'avoir une offre de service assurance maladie ARS conjointe à destination de l'établissement pour l'aider à mettre en place un plan d'action. Donc l'idée, c'est de pouvoir identifier, définir avec l'établissement des leviers qui pourraient être mobilisés pour venir améliorer chacun de ces indicateurs, sachant que le but ici avec ce plan d'action, ce n'est pas de venir se substituer à des actions qui sont déjà mises en place au sein d'un établissement qui aurait pu être entre guillemets proactif ou qui pourrait s'inscrire dans le cadre d'un autre dispositif, mais bien de venir épauler toute démarche qui serait déjà mise en place par l'établissement. On peut éventuellement passer à la slide suivante, s'il vous plaît, où justement on décrit un tout petit peu plus en détail ce qu'on entend par plan d'action. Donc je le disais, un établissement peut déjà avoir identifié un certain nombre d'axes de levier à mobiliser en interne, a pu déjà s'engager, mais ce n'est peut-être pas toujours nécessairement le cas. Ce qui fait qu'on peut aussi venir en force de proposition auprès des établissements qui en exprimeraient le besoin, avec un plan d'action type, un peu standard, qui serait ensuite retravaillé avec l'établissement. Donc encore une fois, j'insiste, le but, ce n'est pas d'imposer un plan d'action qui soit trop cadrant, trop structurant et trop surtout standardisé. Encore une fois, le but, c'est de s'adapter à chaque situation. Alors, qui dit plan d'action, ce plan d'action va donner lieu aussi à analyse dans le temps. C'est ce qu'on vous indique sur cette slide. Le plan d'action aura comme base de départ l'analyse du scoring qui sera réalisée sur la base des données de 2021 qu'on évoquait précédemment. Mais le but, c'est aussi de voir comment évoluent dans le temps ces données, puisque ça va être notre assise pour pouvoir faire l'évaluation à terme sur la base des données de 2023 qui seront disponibles à compter de 2024. Et donc, au besoin, lors du déploiement de ce plan d'action, il est possible qu'on ait des temps intermédiaires pour pouvoir justement constituer des jalons. Alors là, c'est la démarche globale d'accompagnement. Pour pouvoir mettre en place cet accompagnement, on va aussi s'appuyer sur un certain nombre d'outils et je vais peut-être rendre la main au docteur Delcroix pour détailler quelques outils qui seront mis à disposition. Alors, diapo suivante, merci. Voilà, on peut passer. Voilà. Donc, effectivement, pour construire ce plan d'action, donc les outils qui seront à votre disposition, donc ça sera un profil établissement. Je ne vais peut-être pas tous les présenter, mais il y aura un profil établissement. Il y aura les outils spécifiques. Par contre, là, je vais détailler concernant le traitement médicamenteux, la remise de la lettre au patient et la planification des soins, ainsi qu'un plan type, un plan d'action type qui pourra, en tout cas, vous aider dans la construction de ce plan d'action. Diapo suivante. Alors ici, on a le profil établissement, donc l'exemple du profil établissement donc, sur MCO en fait, concernant l'indicateur QLS. Donc ce profil va détailler les différents, donc les 12 critères pour l'indicateur MCO avec un comparatif sur les données de 2018 et 2021. Et puis, ce qui permet d'objectiver finalement donc l'évolution
Donc, ça permet finalement d'échanger avec les établissements donc pour voir les marges de progrès, mais aussi de voir les actions qui ont déjà peut-être été engagées ou les actions effectivement qu'il serait utile de mettre en place pour ce plan d'action. Diapo suivante. Alors ici, on est sur le traitement médicamenteux. Donc, c'est ce qu'on a intitulé le tableau à 6 colonnes. Hein. Donc, c'est le volet médicamenteux de la lettre de liaison donc, à la sortie. Donc, ce volet médicamenteux est recommandé donc, par la HAS depuis 2018. Il a pour objectif finalement d'indiquer le traitement médicamenteux donc, du patient donc, avant son entrée en hospitalisation, en tout cas avant son séjour hospitalier et d'identifier le traitement médicamenteux à la sortie d'hospitalisation. Donc, ça peut être une aide finalement donc, pour les services de santé afin d'identifier les différentes étapes sur le volet médicamenteux et sécuriser en tout cas les prescriptions médicamenteuses. Alors, ici, on est sur la planification des soins. Donc, c'est toujours un outil qui a été développé donc, par la HAS. Donc, c'est un checklist HAS en 18 points qui permet finalement d'apporter une aide aux équipes afin d'organiser la sortie d'hospitalisation. Cet outil permet de sécuriser donc, les ruptures du parcours et, entre autres, d'éviter les hospitalisations ou les réadmissions qui seraient non programmées. Donc, c'est un checking à faire effectivement en 18 points assez facile. Et ici, donc, on est sur la remise de la lettre de liaison donc, au patient. Donc, c'est un flyer ou une affichette hein, qui aurait pour objectif de mémoriser les enjeux donc, de la lettre de sortie et l'importance finalement de remettre cette lettre de sortie donc, au patient donc, ou via l'EDMP ou les messageries sécurisées en santé. Voilà, donc tout ça est aussi pour sécuriser à la fois la qualité, la continuité et la coordination des soins. Merci. Mme Delcroix et M. Ruse, on va repasser la main à Mme Morin de l'HAS pour qu'elle reprenne sa présentation. Je ne sais pas si Mme Morin, vous pouvez… Oui, bonjour, je suis revenue. On va vous passer les diapos, ce sera plus simple pour éviter… Oui, alors on peut reprendre à la diapo… Alors, moi, c'est la 9, on va avancer. Excusez-nous, hein, on a une rupture d'Internet à l'HAS, ça arrive. Donc, quand on s'est quitté, j'étais en train de vous parler des indicateurs de PMSI. Donc, les établissements, vous allez pouvoir voir dès maintenant. J'avais une diapo pour vous montrer où on pouvait situer la région Hauts-de-France sur les données 2020, donc restituées l'an dernier. Donc, je n'ai pas les données de 2021, mais c'était pour faire un petit warning, parce que pour le coup, la région est un peu différente par rapport à ce qu'on a vu au début. Voilà, c'était la petite diapo où il y a le tableau. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'était pour vous montrer que sur les indicateurs, ces complications thromboemboliques, la région Hauts-de-France a 3 établissements qu'on dit, dans notre jargon, ayant des résultats moins bons qu'attendus. Il y en a 17 au national, ça fait 5% des établissements Hauts-de-France et 2,5 au national. Donc sur complications thromboemboliques, il y a sûrement un travail à faire pour identifier ces causes-là, qui peuvent être des erreurs de codage, mais aussi des surutilisations d'écho-Doppler qui montrent à l'image qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas de symptômes. Et donc, il y a un diagnostic de complications, alors qu'il n'y a aucun symptôme et les recommandations disent qu'il faut attendre. Par contre, sur les infections du site opératoire, vous n'avez aucun établissement qui ont des résultats moins bons qu'attendus. Donc ça, c'est parfait. Juste pour revenir sur ce vocabulaire de moins bon qu'attendu, en fait, on calcule à partir des bases PMSI le nombre de cas
qui serait attendu par rapport à la population de l'établissement. Et ensuite, on regarde ce qui est codé dans le PMSI. Et donc, on divise le nombre d'observés, donc ce qu'on voit dans le PMSI, sur ce qu'on attendait avec le modèle statistique. Et donc, on prend une marge d'erreur de 3 déviations standards. Donc, donc on considère qu'au-delà de ces 3 déviations standards, on a vraiment quelque chose d'atypique. Et donc, ces établissements doivent vraiment regarder leurs résultats et voir ce qui se passe et analyser leurs pratiques. Et donc, de manière générale, sur tout ce qui est indicateur à partir du PMSI, on attend un retour au dossier par les établissements pour voir ce qui s'est passé sur les cas qui sont relevés. Donc, on va travailler avec la TIH pour pouvoir mettre de manière systématique un outil qui vous permettra de repérer les dossiers parce qu'on est bien conscient que ce n'est pas facile. Alors, la diapo d'après, c'était juste pour faire un focus sur les indicateurs sur la réhospitalisation, mais comme je suis en retard, on va passer. Je vous laisserai en prendre connaissance. Ce sont les résultats qui sont issus du développement auquel vous avez participé sur ces indicateurs de réhospitalisation. Donc, la diapo suivante. Et vous avez le rapport qui a été publié en juillet 2022 qui explique comment on a lié ces réhospitalisations après chirurgie ambulatoire sur cette durée de 1 à 3 jours à des défauts de qualité. Puisque sur cette durée-là, souvent les réhospitalisations sont dues à quelque chose qui n'a pas été fait lors du séjour qu'on appelle index. Diapositive suivante, rapidement, c'était pour vous présenter les développements à débuter, donc pour que vous sachiez un peu ce qui vous attend. Donc, au niveau des développements, on a pas mal de travaux autour du PMSI et du SNDS. Les indicateurs à partir de dossier patient, c'est certes le gold standard et ça permet de voir rapidement les process qui ne fonctionnent pas, mais ça vous demande beaucoup de travail. Donc, on essaie de voir ce qu'on peut faire à partir des bases. Alors, on a un indicateur sur la mortalité à 30 jours post-IDM qui, lui, ne sera peut-être pas un indicateur de comparaison, mais qui est un travail qu'on mène depuis des années sur les travaux autour de la mortalité. Donc, vous avez, pour certains d'entre vous, participé au retour au dossier pour voir un peu quelles étaient les causes de mortalité. Donc, on continue à travailler dessus. On va aussi travailler sur les mesures de récupération de 5 complications post-opératoires qui sont des défaillances majeures. Sur le volume de rééducation, de prise en charge de l'AVC en SSR, beaucoup d'entre vous avaient participé à cet indicateur. On a eu des soucis lors de la collecte des données avec un outil. Et en plus, on a un changement dans le PMSI SSR. Donc, il faut qu'on le revoie. On va travailler dessus. Et sur les hémorragies du postpartum, on va revenir dessus après des indicateurs de process. Et là, on est en train de les cadrer. Donc, diapositive suivante, là, c'est plus les travaux autour de l'expérience patient. Donc, vous savez qu'on a plein de travaux en cours, beaucoup d'entre vous participent. Donc, l'an prochain, on va tester un questionnaire de type ISATIS, mais bon, ça va être passé par la plateforme ISATIS, mais en psychiatrie, sur le périmètre temps plein. C'est un début de travail qui a été concerté pendant 2 ans. Donc, les GT ont eu lieu, les groupes de travail, et donc on espère expérimenter cette première version l'an prochain. Et on a aussi un questionnaire sur l'expérience des mains perçues par le patient, parce que l'indicateur sur la consommation des solutions hydroalcooliques est ancien, il est très critiqué, il a quand même fait levier, il a du sens, mais on essaie de le remplacer, et donc on va voir si on peut le remplacer avec en interrogeant le patient, en fait. Et donc, pareil, on expérimenterait le questionnaire l'an prochain. Ce qui est terminé, c'est l'HAD. On a essayé de développer un questionnaire patient en HAD. Donc, je remercie toutes les HAD qui se sont mobilisées pour collecter les adresses email. Et donc, on a un questionnaire qui est validé, il est pas mal, mais on a quand même pas mal de contraintes méthodologiques qui font qu'on n'en fera pas un indicateur de qualité de sécurité des soins. On ne pourra pas faire de comparaison avec. Et donc, pour l'instant, il n'a pas été décidé de le mettre à disposition sur la plateforme ISATIS, même pour une mesure en routine. Et puis, quelque chose que vous voyez moins, mais auquel vous avez participé, on est en appui méthodologique de la DGS pour un indicateur sur le tabac, sur la prévention tabagique. Ce sont des questions qui sont rajoutées à la fin d'ISATIS 48 heures et auxquelles les patients répondent. Et donc, il y a eu plusieurs moutures du questionnaire. La deuxième expérimentation a eu lieu de juin à septembre. On est en train de mener les analyses et de discuter avec le groupe de travail de la DGS qui rendra ses conclusions. Donc, voilà, par rapport à tout ce qui vous a mobilisé et qui vous mobilisera en 2022. Le programme de campagne IQSS 2023, je ne peux pas vous en parler pour le moment parce qu'il n'est pas calé. Donc, j'espère revenir vers vous. En tout cas, pour chaque établissement, vous recevrez le courrier de la Haute Autorité de Santé qui indique les recueils qui seront mis. Et donc, là, il y a une série de diapositives que je vais passer très rapidement parce que c'était plus pour vous montrer que la HAS ne fait pas que des indicateurs de sécurité des soins. On a tout un travail qui a été fait sur le verbatim que vous collectez par rapport à ISATIS, puisque ISATIS, vous déposez les emails, les patients répondent aux questions et ils complètent des commentaires, ils peuvent mettre des commentaires. Vous les avez à disposition, ces commentaires, au sein des établissements de santé. Et pour la première fois, on a traité les 2,4 millions de verbatim qui ont été collectés entre 2016 et 2020.
Et donc, on en a fait un rapport où on a extrait du verbatim et ça a permis de confirmer ce qu'on mesure sur ISATIS et aussi de mettre en exergue notamment la dimension humaine qui est très importante pour les patients. Donc, les questionnaires sont complets, ils sont longs, mais ils sont complets et il y a quelques notions qui sont intéressantes à aller voir sur ce verbatim. Et pour aider les établissements qui aussi disposent de ce verbatim à mieux exploiter, on est en train de voir pour travailler sur un outil qui vous permettrait au moins d'identifier rapidement les dimensions qui sont, enfin les dimensions ou les grandes thématiques abordées par les patients. Donc, on va faire un saut de diapo pour arriver sur programme annuel. Voilà, donc sinon, autour des questionnaires patients, on n'a pas que ISATIS, on a tout ce qui est essayer de voir où se trouvent ces questionnaires qu'on appelle PROMS et PREMS actuellement, qui sont sur l'interrogation du patient sur son résultat. Est-ce que, par exemple, il est satisfait de sa prothèse totale de hanche ou de qu'est-ce qu'il a expérimenté? Est-ce que sa douleur est prise en charge ou des choses comme ça? Et donc, comme ce vocabulaire de PREMS et de PROMS, j'attends que les Canadiens nous le trouvent et les Québécois nous trouvent des beaux termes pour les remplacer. On a fait le tour de la littérature pour voir ce qu'il en était. On a lancé une enquête, on est en retard sur le traitement, pour voir les initiatives locales qui s'intéressaient aux proms et lesquels ils prenaient. Comme ce sont aussi des outils qui sont pas simples à manipuler, on a fait alors je vois que ça sort pas trop, on a un appel à candidature qui a été, où on a sélectionné des initiatives qui vont nous montrer ou nous documenter sur ce qui peut faire levier ou frein pour déployer ces prompts dans une pratique courante. Et on essaie aussi de documenter avec les prompts sur des pathologies chroniques, des questionnaires prompts qui pourraient être utiles à la prise en charge courante des patients, sachant que ce sont des objets qui sont complexes et que pour l'instant, on est plus à s'acclimater. Je ne parle absolument pas de recueil national, ce n'est pas du tout ce que porte la HAS pour l'instant. On essaie d'éclaircir le sujet et donc on aura aussi une initiative avec la CNAM pour travailler sur l'insuffisance cardiaque sur des prompts. Donc on essaie de débrouiller un peu le terrain, mais de toute façon le terrain ne nous a pas attendu puisqu'il y a déjà des prompts qui sont collectés en routine dans les établissements de santé et ça c'est parfait. Et donc on va aller à ma dernière diapo parce que je ne pouvais pas venir. Alors la suivante, encore. Voilà, la suivante, voilà celle-ci. Je ne pouvais pas venir à un webinaire des Hauts-de-France sans parler de la collaboration qu'on a menée depuis quelques années sur la prise en charge de la BPCO, qui est un parcours pour lequel il y a eu une définition de parcours par mes collègues du service des recommandations et on a défini des indicateurs qui sur les points clés de cette prise en charge BPCO. Et les indicateurs ont été développés et on a beaucoup travaillé avec l'ARS et la DRSM de Hauts-de-France. Ça a permis de calculer des indicateurs à partir de la base à partir de 2017. Donc, ces résultats ont peu bougé. Et on a fait de l'open source complet sur ce projet. Et donc, maintenant, on a partagé beaucoup avec l'ARS et la DRSM qui ont recalculé les indicateurs. Et donc, je voulais remercier Laura, on est en train de vous perdre, je pense. Des acteurs et je sais que c'est en train d'être décliné sur le terrain. Madame Morin, je pense qu'on est en train de vous perdre, malheureusement. Parce que c'est un beau travail. Je pense. Je vais reprendre. Oui. Merci Madame Morin. Bon, on a eu une petite coupure juste avant la fin. Sur le site internet pour avoir toutes les informations sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Morin. Il y a eu quelques petites difficultés juste à la fin de votre intervention. Et je pense que nous avons compris. Oui, vous m'entendez? Difficilement, mais
Je propose aux établissements qui J'ai auraient… fini. Ah bah oui, merci Mme Morin. Je propose aux établissements, si vous avez question, d'utiliser le question-réponse et on tâchera d'y répondre en fin de présentation, en fin de séance. On va passer donc maintenant la parole à la DGOS. Oui. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors nous, on vous entend très bien. Très bien. N'hésitez pas à me le dire ou à l'inscrire dans le chat si ça ne fonctionne pas. Bonjour à tous, donc Elie Trigou, je suis chef du bureau évaluation modèle et méthode à la DGOS. Je suis accompagnée de Mathilde Duc, qui travaille avec moi au sein de la même équipe. L'idée étant de vous faire un petit, d'évoquer avec vous plutôt les leviers qui sont à notre disposition justement pour contribuer à, encore une fois, je retiens évidemment et je partage tout à fait les programmes introductifs de votre directeur sur le fait que le financement est un levier, mais ne doit pas constituer le seul objectif de ces politiques-là. Du coup, si on passe… alors, peut-être quelques petits rappels historiques. Donc, ce qu'on appelle les modèles de financement à la qualité, historiquement, ils sont plutôt inspirés d'expériences étrangères, donc qui sont un petit peu plus en avance que nous, dans une période où on est… en plein dans la T2A et on commence tout de même aussi à réfléchir à peut-être des alternatives à des modèles de financement uniquement basés sur l'activité qui peuvent là encore avoir aussi des effets peut-être un petit peu délétères, notamment sur la prise en compte de la qualité des prises en charge. Donc, le dispositif IFAC, vous le connaissez, je rappelle peut-être juste qu'on partait d'une expérimentation aux alentours de 2012, auquel la HAS a pleinement participé, puisque c'était un copilotage qui associait également une équipe de recherche et la TIH, 2 vagues d'expérimentation donc auprès d'établissements tout d'abord volontaires avant de passer à une généralisation sur le champ MCO, puis une extension du SSRE et ensuite à l'HAD, on ne s'est pas mentionné, et on pourra en dire 2 mots si vous le souhaitez, une première introduction aussi du modèle IFAC sur le champ de la psychiatrie. Rupture peut-être par rapport à ces travaux expérimentaux ou les premières généralisations. Avec Ma Santé 2022 est apparu un objectif assez fort de diversifier l'ensemble des modalités de financement des établissements de santé pour, là encore, réduire le poids de la seule T2A. Bon, nous sommes en 2022 et effectivement, on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu de faire pour plein de raisons, dont celle que vous connaissez bien sûr, évidemment, celle de la crise sanitaire. Néanmoins, dans leur conception, tous ces modèles de financement sur les champs considérés comportaient systématiquement un financement dit à la qualité. Si on passe à la diapositive suivante. Alors, actuellement, là encore, peut-être le petit panorama qui vous est proposé n'est pas du tout exhaustif, mais le dispositif qui prend beaucoup de place, et on en dira quelques mots, c'est évidemment IFAC, donc qui a plutôt une approche d'une qualité dite transversale, donc au niveau de la structure. Il concerne tous les établissements de santé. Oui, pardon, juste la diapo d'avant, je n'ai pas terminé. Désolée. Oui, donc je disais, dispositif qui concerne l'ensemble des établissements de santé, une logique à la fois de comparaison entre établissements qui présentent des caractéristiques communes et une valorisation de l'atteinte et de la progression. Le principal producteur d'indicateurs, c'est bien sûr la HAS, introduction cette année d'un indicateur de la TIH et quelques indicateurs numériques plutôt produits par nos collègues du numérique. Une approche peut-être un petit peu différente et un petit peu moins mature à ce stade. Vous le savez, dans le cadre de la réforme du modèle de financement des
des urgences. Une brique du modèle de financement consiste justement à valoriser la qualité au sein des services d'urgence et des SMUR. On est très très loin sur en tout cas la robustesse d'indicateurs qui pourraient permettre justement d'évaluer peut-être des qualités de prise en charge. Aussi, on a tout de même choisi de commencer à introduire cette valorisation plutôt en rémunérant les établissements qui présentent une qualité de données des relevés de passage aux urgences importante. Pourquoi on fait ça? Parce que les RPU, en tout cas tels qu'ils sont conçus, sont une mine d'informations assez extraordinaire dès lors qu'on veut aborder des enjeux de qualité, hein, puisqu'on y a les modes d'entrée, le temps de passage et autres. Et donc, il y a vraiment cette idée-là de pouvoir en faire une source de données robuste pour évoluer vers des indicateurs qui seraient en revanche moins liés à la qualité de la donnée en tant que telle, mais vraiment sur la qualité de prise en charge. Alors, certains d'entre vous me connaissent un petit peu, donc je ne peux pas résister à évoquer les hôpitaux de proximité. Et là encore, hein, ce qu'on a travaillé de façon très étroite avec les régions, c'est plutôt un modèle de financement assez peu national, au sens où on va avoir des grands éléments de cadrage. En revanche, quand on parle qualité, et là c'est vraiment qualité au sens large, hein, la maille locale en tout cas nous semblait beaucoup plus pertinente, puisque vous le savez, hein, chaque territoire a ses spécificités et aussi des enjeux évidemment de travailler en collectif, hein, sur une approche territoriale, peut-être sur les missions des hôpitaux de proximité. On aurait beaucoup de mal, hein, à faire à attribuer certains indicateurs uniquement à un hôpital de proximité. Ensuite, toujours peut-être sur la façon dont on pourrait évoluer aussi quand on parle de rémunération à la qualité. On s'intéresse de près aux expérimentations Article 51, qui, alors elles ont la particularité en plus d'être testées sur la base de projets portés par les établissements ou acteurs, hein, en général, mais on a quand même pas mal d'établissements aussi qui s'y engagent, là où justement peut-être la valorisation, l'intéressement ou la rémunération sur des objectifs définis prend beaucoup de sens. Donc c'est en tout cas encore une fois un beau laboratoire qui pourrait nous faire évoluer aussi dans les modèles qu'on met en place, hein. Donc j'ai cité une expérimentation nationale qu'on suit de près, notamment au sein de l'équipe, hein, qui consiste à être sur un modèle d'intéressement collectif dès lors qu'on atteint des résultats de qualité de prise en charge. Et beaucoup d'expérimentateurs se sont justement lancés dans des modèles qui comprennent une part variable, hein, comme je disais, donc vraiment une façon de valoriser des résultats. Alors, l'IFAC, on va y revenir, donc s'applique à tous les établissements de santé. Là encore, réflexion assez fournie à la DGOS et pas que, pour justement valoriser ces enjeux qui consistent principalement à encourager les établissements à atteindre certains objectifs. Sur ce sujet, justement, peut-être des objectifs, là encore, hein, on le voit déjà avec certains modèles expérimentés, on pourrait aussi être sur d'ailleurs on l'est déjà, sur une approche peut-être de la qualité un petit peu plus large, et ça fait notamment l'objet de pas mal de discussions. Mathilde, je te laisse peut-être reprendre le fil de la présentation. Oui, bonjour à tous. Du coup, pour poursuivre et terminer cette rétrospective de l'évolution d'IFAC ces dernières années, voilà, on a un dispositif qui a été profondément rénové en 2019, qui est passé d'une incitation financière complémentaire, voilà, sous la forme d'un bonus, à un compartiment tarifaire à part entière, donc avec un changement de paradigme assez fort qui s'est accompagné d'évolutions également assez structurantes du modèle, qui ont été inscrites dans le décret du 9 décembre 2021, parmi lesquelles la création donc, de catégories d'indicateurs avec un nombre limité d'indicateurs inscrits dans le dispositif, la suppression des critères d'éligibilité au dispositif pour voilà, renforcer l'adhésion du plus grand nombre d'établissements au dispositif,
le souhait de toujours rémunérer en fonction du niveau atteint et du niveau d'évolution, et un passage d'une rémunération qui avait le format d'un score global à une rémunération par indicateur. Voilà, ce qui permet pour les établissements d'avoir une vision un peu plus fine de ces résultats, et qui permet de mieux comprendre et d'appréhender le modèle. Et puis enfin, comme ça a été présenté par Edith précédemment, donc, le souhait de pouvoir comparer les établissements dans un groupe de comparaison homogène qui présentent donc des caractéristiques de volume d'activité et de case mix relativement similaires. Pour accompagner ces évolutions, donc une trajectoire financière qui a été aussi considérablement accrue, avec donc une volonté politique de renforcer l'enveloppe allouée au dispositif. Ça a été dit là aussi en introduction, mais donc on était donc à hauteur de 50 millions pour le dispositif en 2018. C'est passé donc à 200 millions en 2019, avec une trajectoire cible de 1 milliard d'euros à terme, donc initialement fixée pour 2022, trajectoire qui était un petit peu revue en raison de la crise sanitaire, qui n'a pas permis donc, le recueil des indicateurs patients en 2021, qui a conduit donc, à geler le dispositif en 2020, qui a conduit à proposer un dispositif allégé sur la base d'indicateurs, sur la base d'un socle d'indicateurs réduits en 2021, et qui poursuit une montée en charge en 2022, mais là aussi qui intègre un mécanisme de ventilation de l'enveloppe en partie sur base du volume économique, pour limiter les impacts pour les établissements qui auraient pu subir plus fortement les effets de la poursuite de la crise sanitaire sur tout ce qui est politique de gestion de la qualité au sein de leur établissement. Pour 2022, on note également l'application du dispositif au champ de la psychiatrie. Voilà, donc avec une enveloppe qui est portée à 700 millions, mais qui intègre le champ de la psychiatrie, avec un mécanisme toutefois de sécurisation pour sa mise en œuvre, qui prévoit donc de ne pas avoir d'impact financier pour cette première année de mise en place, mais qui donc fonctionnera à plein pour l'année 2023. C'est un dispositif qui intègre donc des indicateurs donc spécifiques au champ de la psychiatrie, donc 5 indicateurs sur lesquels on reviendra juste après, parmi lesquels donc 4 indicateurs HAS issus des dossiers patients. Toujours pour accompagner cette dynamique de montée en charge du dispositif, on porte l'ambition de pouvoir mettre en place des démarches pour renforcer l'appropriation et l'inscription du dispositif dans les politiques qualité régionales. Donc, ça se traduit par à la fois le développement d'outils par le ministère, c'est notamment le cas du souhait de pouvoir développer des documents de restitution personnalisés pour les établissements qui favorisent donc, la vision des résultats, la prise en compte des marges d'amélioration sur les différents indicateurs, et qui permet également de décliner le modèle de rémunération par indicateur. Et puis, c'est également quelque chose qui se traduit par la mise à disposition d'un livret qu'on est en train de travailler, qui accompagnera l'arrêté pour en faciliter la lecture et le modèle pour les personnes qui sont peut-être moins aguerries sur le dispositif, qui est un petit peu complexe. En parallèle, donc, on souhaite également associer toujours plus les ARS aux différentes étapes de la campagne pour pouvoir faire le relais aussi sur les différents sujets de campagne autour d'IFAC. Et puis, on souhaite pouvoir aussi mettre en place des temps de partage et de retour d'expérience autour du dispositif et des politiques qualité mises en œuvre, notamment à l'image du webinaire d'aujourd'hui, qui est un très bon exemple de temps de partage du dispositif. Et puis, je ne reviendrai pas sur le dernier point qui a été largement partagé par la CNAM sur la mise en œuvre d'une démarche d'accompagnement des établissements sur l'indicateur QLS. Voilà une représentation du panorama des indicateurs qui ont été retenus en 2022, avec en vert la mention des indicateurs nouveaux dans le dispositif pour 2022. Donc sans peut-être lister, sans passer en revue tous les indicateurs, on note donc les nouveaux indicateurs numériques en haut à droite qui alimentent cette année le dispositif et qui sont communs à tous les champs d'activité, avec une petite précision, puisque je vois qu'il y a une erreur sur la slide, mais qui ne s'applique pas au champ de la psychiatrie à ce stade. Les indicateurs nouveaux qui s'appliquent pour le champ de la psychiatrie, donc avec les 4 indicateurs dossiers patients qui sont repérage et proposition d'aide à l'arrêt. Alors, je ne vois plus la fin, mais donc les indicateurs produits par la HAS, les indicateurs QLS, évaluation et prise en charge de la douleur, et un indicateur produit par la TIH, qui est donc la mesure des séjours longs d'hospitalisation.
En parallèle, on a également donc, 2 indicateurs nouveaux dans le modèle, là aussi produits par la HAS. Donc, un pour l'HAD, qui est l'indicateur d'évaluation et de prise en charge de la douleur, et un indicateur pour l'MCO, qui est l'indicateur de bonne pratique complémentaire contact. On a enfin l'indicateur ISATIS SSR qui intègre le champ SSR également pour cette année. Voilà, pour les prochaines années, donc, on souhaite pouvoir donc, travailler à l'évolution du dispositif. C'est un dispositif qui fait assez consensus dans le fait de valoriser financièrement la qualité, mais pour lequel plusieurs limites sont aujourd'hui pointées, parmi lesquelles l'absence de visibilité annuelle sur les règles de valorisation, qui sont en quelque sorte les règles du jeu, permettant d'allouer l'enveloppe financière au titre d'IFAC. Le caractère opaque également du dispositif avec un modèle financier qui est un petit peu complexe, là aussi, à appréhender, et des indicateurs qui sont un peu remis en question parfois sur le sens qu'ils portent pour les professionnels. Et c'est sur la base de ces constats-là que le ministère souhaite en 2023 stabiliser le dispositif pour pouvoir travailler à son évolution et refondation pour 2024 et les années à venir autour de plusieurs axes de travail, parmi lesquels le souhaite pouvoir développer une vision pluriannuelle qui est un prérequis important dans la mise en œuvre de démarches qualité dans un établissement. On souhaite également pouvoir toujours assurer une cohérence entre le renforcement du dispositif et les axes d'amélioration de la qualité portés par les institutions, l'évolution globale des modalités de financement des établissements de santé et les politiques régionales dédiées, tout en prenant en compte aussi les contraintes des établissements en termes de charges administratives pour ne pas agrandir outre mesure la gestion du dispositif pour les établissements. Et donc, une dernière slide pour vous présenter les principaux chantiers qui vont nous occuper dans les prochains mois, dans les prochaines années, autour de 2 chantiers, l'un sur les indicateurs avec le souhait de pouvoir diversifier les indicateurs retenus dans le modèle, avec notamment des dimensions à investir. C'est le cas de la prévention, qui est une catégorie qui a été introduite dans le DCE, dans le décret en Conseil d'État de 2021, mais qui ne dispose pas à ce jour d'indicateurs dans le dispositif, et puis agrémenter des champs qui restent à ce jour aussi peu couverts par les indicateurs. Et donc, c'est des travaux qui évidemment impliquent de pouvoir aussi s'articuler avec les contraintes et modalités du dispositif, qui sont bien entendu le souhait de disposer d'indicateurs qui permettent une comparabilité entre établissements, pour lesquels il existe des capacités d'amélioration également, et qui, là aussi, ne créent pas de charges supplémentaires pour les établissements. Et le deuxième chantier, mais qui évidemment se nourrit du précédent, c'est celui sur les évolutions du modèle, avec des pistes de travaux qui sont identifiées, qui nécessitent d'être travaillées avec nos partenaires, parmi lesquels peut-être le souhait d'aller vers des modèles qui portent des comparaisons à soi-même plutôt que la comparaison à d'autres établissements, qui peuvent, ou alors sinon, porter sur des cibles de qualité propres à l'établissement. On a également le souhait de pouvoir basculer des modalités de recueil des indicateurs en un recueil biennal et puis annuel. Et donc tout ça dans la perspective d'accroître l'effet de levier du dispositif sur l'amélioration de la qualité au sein des établissements. Je vous remercie. Merci Madame Rioux et Madame Duc pour cette présentation. Et sans transition, nous allons passer à la structure régionale d'appui, qui va nous parler de manager par la qualité. Et donc là, bien. Je vous remercie. Donc, l'intervention va se faire à 2 voix avec Madame Vidal, qui est cadre de santé, qui est chargée de mission paramédicale de la structure régionale d'appui, et moi-même, donc Cédric Corvoisier, responsable de la structure régionale d'appui. Alors, la structure régionale d'appui des Hauts-de-France, on intervient au titre pour les établissements en termes d'appui méthodologique et logistique, notamment dans les démarches qualité et sur la partie sécurité des soins, et en termes d'appui, notamment sur mission de l'Agence régionale de santé. On nous a demandé d'intervenir notamment sur, concrètement sur le terrain, ces indicateurs qualité, les résultats de ces IQSS ou de ces IFAC,
comment elles étaient recueillies, comment ils étaient mobilisés, hein, et justement quels apports avaient ces indicateurs, ces résultats au quotidien au niveau des équipes, et notamment un apport pour améliorer la qualité et la prise en charge des soins, et donc d'où cette intervention. Diapositive suivante. Ah, c'est moi qui ai la main, pardon, je vous remercie. Donc, on verra sur 4 points, hein, notamment sur la partie indicateurs comme outil de management, les éléments, quels sont les éléments de recueil. Une fois que le recueil, pour faire le recueil, il y a véritablement une nécessité de s'organiser, de se coordonner autour de ce recueil, mais aussi une fois qu'on a les résultats en termes de communication et ce qu'on en fait. Cas concret, on vous prendra 3 exemples concrets sur le terrain, issus du terrain, de ces indicateurs, ce qu'on en fait en termes de résultats, notamment sur la douleur, sur le champ de l'expérience patient et la satisfaction, mais aussi la pertinence des soins. Et enfin, ce recueil, ces indicateurs sont de véritables outils de management. Donc, on verra au niveau des équipes comment on manage le projet, comment ça s'intègre dans la démarche qualité au quotidien. Alors, quand on parle d'indicateurs à suivre en continu, pour un établissement standard qui aurait l'ensemble des filières et des prises en charge, ça représenterait au final, par an, 182 indicateurs à suivre sur les champs des IQSS, des enquêtes de satisfaction du risque infectieux, de la partie numérique ou du médicament caisse ou transport. Et donc, 182 indicateurs qui seraient disponibles sur la base des critères validés, reconnus par nos pairs, tel que l'a décrit Madame Morin. Et donc, ça nécessite, justement, ce recueil en continu nécessite une organisation. Forcément, donc, au sein de l'établissement, un pilotage stable de la démarche qualité-sécurité des soins, mais aussi derrière un suivi en continu des plans d'action qualité, plans d'action soit issus de ces indicateurs ou soit en termes de réajustement. Alors, d'ajustement, réajustement des moyens, aussi bien du recueil, mais des résultats et des actions qui vont devoir être mis en place en fonction du résultat. Et puis, il faut rappeler aussi que ces indicateurs, pour les établissements, permettent pour ces établissements de répondre donc aux démarches, aux différentes démarches régaliennes ou institutionnelles, pour vous citer donc forcément l'ARS, la partie haute autorité de santé, et puis autres structures. Ces indicateurs peuvent participer notamment pour des démarches autres de certification type agence de biomédecine pour les prélèvements d'organes, par exemple, ou les greffes, ou l'ANSM sur le médicament. Donc voilà, pour un établissement, donc 182 indicateurs annuels disponibles. Et donc c'est une force, c'est vraiment un outil de management pour l'établissement pour mettre en place des actions. Forcément, en termes de recueil, on a véritablement une nécessité pour l'établissement de s'organiser. S'organiser parce que derrière, forcément, excusez-moi, la diapo change toute seule. Forcément, il faut s'organiser parce que derrière, 182 indicateurs, ce sont des sources de données qui sont diverses, qui sont complexes à maîtriser. Alors, recueil de ces indicateurs, elles peuvent être faites ici sur les dossiers informatiques, les dossiers patients informatiques et ou papier. Des fois, c'est nécessaire d'avoir les 2 éléments pour faire le recueil. Ça peut être fait à la base du PMSI, soit pour le tirage au sort ou soit de façon automatique, de la SAE de l'établissement. On l'a vu aussi à travers aussi des indicateurs, ici des urgences. Ça peut être aussi des interfaces au niveau informatique. Et puis au niveau des mailings, et notamment avec les enquêtes de satisfaction, donc véritablement ici un recueil à partir de processus, donc nécessité pour l'établissement de bien connaître en fait ces sources de données. Autre point important, en termes de sources complexes, quand on parle de complexité, ça nécessite aussi pour l'établissement de bien connaître ses filières transversales, donc les plus connues, médecine, chirurgie, SSR, SLD, etc., mais aussi de spécialités, dialyse, chirurgie ambulatoire, anesthésie, etc., etc. Et puis aussi, particularité pour les établissements multisites, on a aussi des recueils maintenant qui se font par site, donc des recueils, ce qu'on appelle par numéro finesse, avec des affichages par site ou numéro finesse. Donc aussi, pour l'établissement, une nécessité aussi de maîtriser aussi ce recueil par site. Autre point, en termes de complexité,
c'est de maîtriser par indicateur des procédures qui peuvent être différentes, avec des grilles différentes, des fréquences, une occurrence et des calendriers qui sont perlés, qui sont différents, avec des recueils sur l'année N-1 ou N-2 des dossiers pour l'année N, avec des outils ou des plateformes qui peuvent être différents. Et je dirais le plus important sur le terrain, la difficulté, c'est aussi des acronymes qui sont à connaître et à faire connaître, avec forcément un décryptage qui est nécessaire, notamment lors des démarches de certification. Alors, on parle souvent de QLS, PCC, HPP, AVC, etc. Voilà. Enfin, différentes sources qui doivent prendre en compte forcément au niveau de l'établissement, de l'organisation, les moyens humains, techniques et pour la mise en œuvre, des droits d'accès qui sont différents si le recueil est fait par un médecin ou par l'ingénieur qualité ou un responsable ou par le médecin DIM, donc des droits d'accès qui sont différents sur le dossier, notamment patient, un accès aussi aux archives, et puis une sécurité informatique qui grandit, notamment en termes de cybersécurité. Je ne vais pas évoquer avec vous les derniers faits, la dernière actualité. Bref, complexité des sources de données à maîtriser, essentiellement pour l'établissement, pour comprendre les objectifs du recueil de ces indicateurs, à quoi ils vont servir, les impacts qu'on aurait en termes de démarche, notamment en qualité interne ou de certification, pour les IFAC, pour Caliscope, pour nos usagers. Ça nous permet aussi de communiquer aussi, voilà, et puis avant tout et essentiellement d'agir, ajuster pour améliorer la prise en charge du patient. C'est avant tout, ces indicateurs nous servent à agir et à ajuster. Une nécessité, une diapo donc suivante, une nécessité pour ces indicateurs de se coordonner. Pourquoi? Pour avoir un recueil efficace, 182 indicateurs en moyenne à recueillir, il faut qu'on soit efficient. Par un management au sein de l'établissement, un management par un copil qualité, porté notamment aussi par la CME. Bref, cette coordination de ces recueils est essentiellement pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. Et donc, si on a une coordination de processus, vraiment un pilotage, alors on vous a mis à titre d'exemple ce qu'on peut recenser en termes de mobilisation des équipes par grand champ de domaines d'indicateurs. On voit bien que c'est pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, donc ça nécessite l'implication de tous au sein de l'établissement. Je vais laisser la parole à ma collègue, donc Madame Fidal. On va présenter trois exemples concrets sur les indicateurs qui permettent donc de mobiliser, des exemples de mobilisation d'équipes sur le terrain. L'un sur la douleur, sur les satisfactions patients, et puis le lien qui sera fait avec la certification. Ces trois exemples concrets n'ont pas été pris au hasard. Ces trois exemples, ces indicateurs, on les retrouve d'ailleurs dans les IFAC. C'est pour ça qu'on les a choisis, qu'on a interrogés, donc focus terrain, qu'on a interrogé les équipes. Oui, merci de me laisser la parole. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs. Pour autant, ils ont tous une utilité et c'est vraiment comme ça qu'il faut les voir et c'est comme ça, comme une opportunité d'amélioration des pratiques qu'il faut le travailler avec les équipes. Alors, c'est vrai que beaucoup d'équipes ne comprennent pas forcément, comme disait Madame Duc précédemment. Pour autant, il y a quand même des verbatines qui ressortent quand on demande aux soignants pourquoi évaluer la traçabilité de la douleur. Donc, ils ont bien conscience que ça aide à rédiger des protocoles qui vont être connus, qui vont être travaillés collectivement, et que derrière ces protocoles aussi, c'est permettre une équité de soins des équipes, une équité de soins de prise en charge des patients par les différentes équipes, quel que soit le lieu d'hospitalisation du patient, sur un même établissement ou dans des établissements différents. Ça permet aussi de proposer des thérapeutiques différentes et adaptées aux patients, quelle que soit sa prise en charge, quel que soit son âge, quel que soit son handicap, on arrive à adapter les traitements. Et puis, il faut aussi se dire que derrière ça, c'est permettre aussi de mieux gérer les risques qui sont afférents au patient par rapport à sa prise en charge. C'est aussi pouvoir prendre en compte la vie du patient, ses besoins et s'interroger sur sa prise en charge, sur la prise en charge de la douleur, sur la prise en charge de la fin de vie, enfin, ouvrir des débats éthiques au sein de l'équipe. Ce qui est le plus important donc, pour les équipes, c'est vraiment de donner du sens à ces indicateurs, de donner du sens à l'équipe et aux patients. Comment on va donner du sens? Du coup, la diapo suivante. On va donner du sens justement en communiquant, en partageant les résultats
qu'on a pu obtenir de ces indicateurs au sein de l'équipe, et puis de travailler ensemble un plan d'action, de rédiger ensemble des protocoles qui peuvent être aussi aller au-delà, hein, puisqu'ils peuvent permettre de mettre en lien différents professionnels impliqués, et notamment, par exemple, le Comedim, ce qui peut lui aussi porter institutionnellement un projet. La pharmacie aussi, qui peut être là aussi pour vérifier que les dotations de stock vont être adaptées à la mise en place de ce nouveau protocole dentalgique, par exemple. Bien sûr, c'est promouvoir les formations en équipe, le développement professionnel continu, et puis le travail en équipe, la communication en équipe, le pacte. Les actions, elles doivent être bien entendu travaillées ensemble, elles doivent être suivies et on doit y mettre les moyens, parce que si on développe une nouvelle procédure pour mettre en place des pompes à morphine pour soulager les patients, mais que finalement, dans l'établissement, on est obligé de courir dans tous les services pour trouver des pompes à morphine, forcément, ça ne facilite pas l'adhésion des soignants au recueil des indicateurs. Et puis, c'est aussi un moyen d'impliquer les usagers dans les soins, en fait. Hein, voilà, le patient est acteur de sa santé. Si on prend le deuxième indicateur, la satisfaction du patient, de même, hein, pourquoi est-ce qu'on évalue la satisfaction du patient? Bien entendu, hein, déjà pour recueillir savoir s'il est satisfait ou non de sa prise en charge. L'intérêt, c'est que c'est une mesure en continu et c'est surtout qu'elle est faite hors du site. Hein, souvent, on a des questionnaires internes aux établissements. Là, c'est un questionnaire qui est hors du site et qui peut peut-être justement permettre aux patients de libérer la parole. Ces questionnaires, on l'a vu précédemment, ils sont ouverts vraiment sur toutes filières différentes hein, maintenant, sur tous âges différents, adaptés au plus possible et surtout permettre d'évaluer le soin et le non-soin, c'est-à-dire l'accueil, le droit, l'intimité, le vécu du patient, la personne de confiance. Et tout ça, c'est important d'utiliser les verbatims hein, qui vont ressortir de ces questionnaires et de les travailler, de regarder le négatif comme le positif, et puis d'en faire aussi un travail d'équipe pour voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Et derrière, du coup, sur la diapo suivante, en discuter, en communiquer sur ces résultats avec l'équipe pour améliorer la prise en charge du patient. Donc, on communique, on analyse tous les résultats, hein, bien sûr, notamment ceux qui concernent l'amélioration du lien ville-hôpital, hein, comme on a vu également précédemment avec la lettre de sortie. Ça va être aussi rendre compte aux équipes de ce qui sort des réclamations et de ce qui sort des verbatims de ces questionnaires ISATIS et de voir s'il y a des projets communs qu'on peut mettre en avant, parce que ces verbatims peuvent permettre de voir si le patient va se plaindre de bruit la nuit ou de report d'alarme qui ne fonctionne pas, un défaut de compréhension. Enfin, tout ça va permettre aussi de mettre en lien les réclamations. Et puis toujours promouvoir les formations et faire en sorte de vraiment mettre le patient en simulation, de vraiment que le patient soit partenaire. On voit des fois hein, maintenant des serious games qui sont mis en place où les patients peuvent participer. Voilà, c'est d'autres façons d'inclure le patient. C'est aussi bien sûr suivre les actions, adapter les moyens, toujours hein, comme dit précédemment, mais c'est vraiment important d'adapter les moyens. Sur les verbatims, on peut parfois les utiliser parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des modifications dans des locaux qu'on n'avait pas forcément vu en tant que soignant parce qu'on est là au quotidien dans le service et qu'on ne voit plus forcément ce qui ne va pas. Mais là, grâce à ces questionnaires, on peut voir des dysfonctionnements. Ça peut être de l'achat de matériel parce qu'on a du matériel inadapté. Hein. Je repense à un patient qui avait des pieds à perfusion et la pompe à perfusion était trop lourde, donc il disait que pour lui, c'était difficile d'aller se promener. Donc, là, on réinvestit sur des pieds à perfusion qui sont différents. Et puis, c'est impliquer les usagers aussi, bien sûr. On n'oublie pas les usagers, les associations. Et ces résultats de questionnaire, on les inclut au niveau de la CDU pour derrière aussi travailler le projet des usagers en lien avec ces questionnaires et puis sans oublier un petit lien aussi avec les événements indésirables ou graves.
Le dernier indicateur sur lequel on voulait prendre exemple, c'est encore un recueil un peu différent, puisque là, on est sur les QSS pertinence des soins. Celui-ci va être dans une démarche complètement différente, puisqu'on est dans une évaluation de pratique professionnelle. Et cette évaluation va permettre de réaliser derrière des analyses, des retours d'expérience qui vont permettre d'améliorer les pratiques. Là, si on prend l'exemple, un des exemples cités là, sur les équipes qui maîtrisent les risques liés à l'hémorragie du postpartum, on va reprendre les éléments de réponse de l'établissement et voir un petit peu, par exemple, si on n'a pas un bon score sur les recueils qualitatifs des pertes sanguines, eh ben, on va voir un petit peu comment, dans les dossiers de soins, qu'est-ce qui ressort et comment on peut améliorer cette prise en charge. Voilà. L'enseignement important à retenir, c'est que vraiment pour les soignants, ces indicateurs, d'accord, hein, c'est à faire et c'est important. Il faut que ça reste, ça les aide à prendre des décisions. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort aussi. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que ces indicateurs leur soient utiles, utilisables et utilisés. Et je redonne la main à Cédric. Merci. Effectivement, pour l'équipe, ça leur permet ici, hein, si on prend ce schéma de validation d'un établissement, schéma classique de la loi HPST, effectivement, pour les équipes, prendre des décisions avec les groupes experts. Alors, on a mis le CLIN, le CLAN, le CLUD, etc. Hein, ce sont des groupes experts qui sont connus au sein de nos établissements, qui nous aident justement en fonction des résultats de ces indicateurs pour prendre des décisions et mettre en place des actions. Prendre des décisions, et ça nécessite d'être structuré au sein de son établissement. Et notamment, c'est pour ça que de plus en plus, ces IQSS sont un point important comme outil de management de la qualité, sont vraiment des acteurs pour prendre des décisions concrètes. Alors, ça nécessite pour l'établissement de véritablement maintenant définir ses modalités de recueil, et on va insister ici sur la partie simplifiée de plus en plus, sur cette simplification du recueil et définir donc ces modalités. On sent bien aussi que les équipes demandent de plus en plus d'avoir effectivement en soutien des cellules qualité par secteur ou au niveau de l'établissement pour analyser les résultats, les accompagner, pour revoir leurs procédures, leurs protocoles. Hein. On ne va pas vous reprendre les exemples qu'on vient de faire, mais on a vu concrètement que ça permet de réviser et de revoir les bonnes pratiques et notamment forcément d'avoir un suivi sur les plans d'action avec les pilotes. Et puis derrière aussi, il y a cette notion aussi de communication pour pouvoir agir, notamment la partie qui est affichable de façon simple, hein, notamment afficher les résultats, simple, compréhensible, notamment à destination des professionnels, mais aussi des usagers. Hein. Il y a différents arrêtés qui nous montrent que ces indicateurs doivent être affichés dans nos établissements. Et enfin, ces indicateurs participent aux évaluations des pratiques professionnelles, notamment dans le cadre soit des indicateurs, des RMM ou des patients traceurs. Enfin, la liste est longue. Mais avant tout aussi, on voit bien que de plus en plus, ces indicateurs interagissent au sein d'établissements avec le projet d'établissement et notamment sur le plan de formation. S'il y a un des indicateurs comme là sur la douleur, on voit bien que ça peut avoir un impact sur le plan de formation et sur l'ajustement des formations, sur le plan de communication de l'établissement, sur le livret d'accueil et la compréhension que peut en faire l'usager, et sur le projet d'établissement, mais aussi sur les projets d'infrastructure ou du système d'information, comme l'a pu l'évoquer dans d'autres supports, avec notamment hôpital numérique. Enfin, autre chose qu'ont pu aussi évoquer les professionnels sur le terrain, c'est effectivement parfois, des fois, souvent, on nous demande aussi ces indicateurs, à quoi aussi ils peuvent servir en dehors du secteur. Et donc, petite synthèse, de façon très globale, il faut aussi rappeler aux acteurs terrain des établissements que ces indicateurs aussi ont des impacts un peu plus larges. Alors, on l'a représenté sous cette forme-là. Ces indicateurs aussi participent notamment au contrat pluriannuel de l'objectif et de moyens de l'établissement, sont aussi au niveau du point focal régional dans le cadre des événements indésirables. Sur la partie du CAQES, alors on a pris comme exemple le médicament, mais on pourrait le retrouver sur la partie transport avec l'article 51 ou l'autorisation d'agrément d'activité pour les établissements sanitaires.
Côté versant plutôt haute autorité de santé, ces indicateurs, on les retrouve dans le manuel de certification, hein, ils sont stickés par le sigle IQSS. On le retrouvera aussi, ces indicateurs, dans le développement professionnel continu, hein, ils peuvent participer dans le développement professionnel continu, dans les programmes PACT ou pertinence des soins, dans la labellisation des secteurs d'activité, notamment pour les centres de maladies rares, mais aussi pour l'accréditation des disciplines à risque. Côté établissement, on les retrouvera, ces indicateurs, dans la politique qualité-sécurité des soins de l'établissement, mais aussi sur l'expérience patient, sur les plans d'action de l'établissement ou dans des contrats internes ou avec des partenaires ou des prestataires. Et puis, surtout et avant tout aussi, notamment dans le cadre des satisfactions patients, au niveau des usagers. Et puis, l'impact Qualiscope de l'entrepôt de données, quelque part. Ces indicateurs, on le retrouvera aussi dans l'entrepôt de données, dans le recueil et dans le suivi, et puis dans le dossier médical partagé. In fine, impact inattendu, mais de plus en plus, les systèmes d'assurabilité ou de mutuelle prennent en compte les indicateurs qui sont affichés sur Qualiscope, et puis notamment aussi, sans citer ce magazine, qui se sert aussi de ces indicateurs, de ces résultats, en termes d'image et classement des établissements. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend. Monsieur Normand, oui. Oui, bonjour. Donc, je suis… Oui. On va laisser la parole à monsieur Normand, qui travaille donc à l'ARS, à la DST, qui va se présenter sur le recueil des indicateurs numériques. Point important qu'on avait soulevé en début d'année, puisqu'on avait alerté certains établissements qui n'avaient pas remonté de façon exhaustive ces indicateurs-là et qui auraient pu avoir un impact sur leur calcul de leur IFAC. Donc, je laisse la parole à monsieur Normand de l'ARS qui va vous présenter un peu les recueils des indicateurs numériques. Merci, Benoît. Je vous en prie. Donc, je suis chargé de mission système d'information à l'Agence régionale de santé. On va faire un focus sur les indicateurs qui sont issus de programmes d'informatisation des hôpitaux. On peut passer sur la première slide, s'il vous plaît. Non, à moins que j'ai la main. Non. Donc, première slide. Tu as la main, Benoît, sinon on peut le faire à ta place. Non, j'ai pas la main, en fait. Bon, on va. Alors, par contre, je ne sais pas comment on fait pour revenir. Ah oui. On va faire ça. Arrêter le contrôle. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, mon intervention, je pense qu'elle va être complémentaire des interventions précédentes. On a bien vu que les indicateurs sont produits très régulièrement à partir de référentiels et de sources diverses, comme l'ont évoqué les collègues du réseau Santé Qualité. Nous, on s'occupe notamment de deux indicateurs qui sont issus d'un référentiel qui s'appelle OSIS, qui est l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Alors, je pense que pour un certain nombre de nos auditeurs, ce que je vais présenter là est plus un rappel qu'une découverte. Néanmoins, je vais essayer de présenter des éléments qui permettront de perfectionner un tout petit peu la compréhension des enjeux et notamment les enjeux liés à la production de ces indicateurs. Et donc, on voit que ce sont deux indicateurs qui sont transverses à l'ensemble des typologies d'activité des établissements. Donc ça, c'est intéressant parce que effectivement, ça peut impliquer les acteurs de tous les établissements de santé d'une région. Là, on va faire plus un focus finalement sur le contenant que le contenu. Nos collègues de l'assurance maladie ont présenté les enjeux au niveau de la qualité de la lettre de liaison tout à l'heure. Et là, en fait, le volet correspondant sur le plan numérique, ce sont les indicateurs liés aux mécanismes qui permettent de partager et d'échanger ces informations entre l'hôpital et les acteurs de la prise en charge aval. Slide suivant. Allô? Si on peut passer au… Voilà, merci. Donc, on va développer
la présentation de ces deux indicateurs qui sont issus donc, du programme Open. Alors, le programme Open vise à financer l'informatisation des établissements de santé, très rapidement. Donc, c'est hôpital ouvert sur son environnement. Donc, le côté ouverture sur son environnement, c'est bien le partage et l'échange d'informations avec le monde extérieur, au-delà de l'acquisition des outils destinés à la prise en charge des patients à l'intérieur de l'établissement. Ce programme a démarré en 2019 et il a été complété depuis donc un peu plus d'un an maintenant par un deuxième programme qui s'inscrit dans le volet numérique du Ségur de la santé, qui s'appelle SONES et qui vise avec un niveau d'exigence un petit peu supérieur en termes de considération d'alimentation de documents, à renforcer les dispositifs qui sont issus du programme Open. Donc, en fait, en gros, cela succède et ça amplifie une partie du programme Open. Alors, sur l'année 2022, donc, deux indicateurs ont été choisis. L'indicateur qui est issu du domaine 2 et un indicateur qui est issu du domaine 6 qui sont financés par le programme Open. On avait envisagé à un moment au niveau national aussi d'intégrer un troisième indicateur qui serait celui de la messagerie de santé citoyenne qui permet en fait à un praticien d'envoyer des informations directement à un patient de manière sécurisée, considérant que c'était une pratique qui manquait encore de maturité et il n'a pas été retenu. Donc, actuellement, on est bien sur deux mécanismes fondamentaux. Un qui concerne l'alimentation du DMP, donc qui permet du partage d'informations auxquelles les professionnels de santé vont accéder de manière désynchronisée en tant que de besoin. Le deuxième, c'est l'envoi d'informations via un canal de messagerie sécurisé qui s'apparente à un mail classique, mais lié à l'identification des utilisateurs dans ce qu'on appelle l'espace de confiance national et qui permet justement de garantir la confidentialité des messages qui sont échangés. Alors, dès maintenant, on peut présenter les deux cibles d'usage qui ont été retenues pour ces deux indicateurs au titre des IFAC en 2022. Donc, le premier, c'est 20% des séjours et pour l'alimentation du DMP. Et le deuxième, c'est 50% des correspondants qui sont équipés d'une messagerie de santé sécurisée qui doivent recevoir des informations. Alors, je vais développer un petit peu la présentation de ces indicateurs dans le slide suivant. Voilà, donc je vous ai dit que c'était issu de deux domaines qui sont financés dans le cadre du programme Open. Le premier domaine porte sur l'informatisation des dossiers patients. Donc maintenant, il n'y a pas un hôpital qui n'a pas un dossier patient donc, qui permet de dématérialiser toutes les données relatives à la prise en charge du patient dans la structure. Et le mot important dans l'intitulé de ce domaine, c'est l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, c'est l'indicateur donc 2 qui concerne le taux de documents publiés dans le dossier médical partagé pour les patients, alors disposant d'un DMP au cours de leur séjour. C'est une évolution qui a un tout petit peu évolué par rapport au programme Open, puisque maintenant, comme vous le savez, le dossier médical partagé a été, la diffusion du dossier médical partagé a été massifiée dans le cadre de Mon Espace Santé. Donc, la plupart la quasi-totalité des assurés sociaux sont réputés disposer maintenant d'un DMP, sauf s'ils s'y opposent. Donc, nous avons une cible qui a été définie jusqu'à fin 2022 pour cet indicateur, qui était 50% des DMP alimentés, et puis qui va évoluer en 2023 avec un seuil qui sera porté à 60% des séjours qui doivent être alimentés. Alors, pour la partie IFAC, comme je vous l'ai annoncé, donc ce sera 20% des séjours qui permet d'atteindre les cibles de l'indicateur pour les IFAC. Considérant qu'il s'agit d'alimenter le DMP avec au moins un document qui a au préalable été validé par la CME. Ça, c'est une dimension très importante. Et ça commence à introduire la dimension pluriprofessionnelle des projets associés à l'exploitation de ces mécanismes.
Et le deuxième indicateur, donc c'est celui qui est issu du domaine 6 et qui là est véritablement été consacré à l'ouverture vers la ville. Et donc l'indicateur 6.3 est défini comme l'usage d'un service de messagerie sécurisé intégré à l'espace de confiance, donc c'est l'annuaire dont je vous ai parlé, et avec une cible dans le code qui était définie pour 60% des correspondants équipés du MSS qui devaient recevoir au moins un message. Alors, quel que soit le document, hein, ça peut être un courrier, un compte-rendu, une lettre de liaison via la messagerie de santé sécurisée. La déclinaison IFAC, c'est 50% des correspondants équipés qui ont reçu au moins un document. Alors, sachant que dans le programme SUNES, on a monté un petit peu d'un cran l'exigence, puisqu'on parle notamment de l'alimentation du DMP et de l'envoi par messagerie sécurisée de santé de la lettre de liaison, hein, donc, dont on a déjà parlé précédemment, avec en plus une notion de structuration des informations dans ces lettres de liaison. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail technique, mais il faut savoir que c'est un cran au-dessus, donc que ça a probablement vocation à être décliné dans les indicateurs IFAC dans les années futures et peut-être dès 2023. Alors, la période de recueil de ces deux indicateurs, comme vous le savez, elle est achevée. Elle était basée sur l'exploitation d'un mois calendaire d'activité avec des remontées automatisées par la TIH dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ce qui est intéressant de retenir, et je pense que vous l'avez tous aussi vécu, c'est qu'on avait une première composition de recueil à blanc des indicateurs entre le 16 mars et le 30 juin de cette année. Ça avait pour objectif de préparer les établissements à procéder au calcul des indicateurs en avance de phase et effectivement de commencer à travailler sur cet échange important entre les directions des systèmes d'information et les qualiticiens. Alors, ils ne sont pas que concernés, hein. Il y a aussi d'autres acteurs dont je vais vous parler après. Alors, ça permettait aussi d'identifier sur le plan technique que certaines structures n'avaient pas encore d'accès à l'Observatoire des systèmes d'information de santé, et puis aussi de tester à blanc les fiches qui permettaient de recueillir ces indicateurs. Alors, bon, on a un premier résultat qui était un peu mitigé puisque le taux de remplissage à blanc était de l'ordre de 20%, mais c'est plutôt normal, c'était une première. Alors, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Hein. Une recommandation importante qui peut paraître à premier abord évidente, mais à mon avis qui a vraiment intérêt à être rappelée, c'est que le plus possible on avale la DSI, la qualité, mais aussi la communauté médicale. Vous avez vu notamment la validation des documents par la CME. Et sans oublier la strate administrative doivent être associées à ce projet qui est véritablement pluriprofessionnel et transverse. Alors, un projet d'alimentation du DMP et d'usage de la messagerie de santé sécurisée n'est pas un projet purement technique. Il y a toute une couche organisationnelle qui doit être mise en place en parallèle avec ce projet. C'est dans ce sens où la mise en place de ces outils peut être tout à fait structurant en termes d'organisation interne des établissements de santé. J'ai remis de manière très, très schématique quelques étapes en fait, de la prise en charge des patients avec les enjeux associés donc, à ces deux indicateurs. Donc, à l'admission des patients, vous avez tous probablement entendu parler de l'identifiant national de santé qui doit maintenant être qualifié via des services qui sont mis à disposition par l'assurance maladie et qui repose donc sur l'exploitation du numéro du fameux NIR, en fait, le numéro de sécurité sociale, et qui permet ensuite d'accompagner tout le parcours du patient au sein de l'hôpital avec tous les enjeux d'identito-vigilance qui maintenant sont réglementés dans le cadre du référentiel national d'identito-vigilance, qui doit maintenant être aussi décliné au niveau administratif dans tous les hôpitaux. La lettre de liaison avec cet enjeu de production qualitative qui vous a été présenté en début de ce webinaire et bien évidemment aussi un acte extrêmement important qui est la présentation de l'alimentation du DMP et la validation par la CME
de ce qui doit être injecté dans le DMP. Alors, de manière obligatoire et réglementaire, il y a la lettre de liaison. Malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait toujours le cas. Et puis après, par exemple, dans le cadre du programme SENES, il y a l'ordonnance de sortie. Mais il peut y avoir bien évidemment beaucoup d'autres documents, par exemple pour les établissements MCO, le compte-rendu du bloc opératoire. Et enfin, l'idée qui vous a été présentée, c'est que bien évidemment tous ces documents et tous ces mécanismes de partage et d'échange permettent de faciliter la liaison avec la ville pour la prise en charge aval des patients. Et là, c'est un point sur lequel je souhaitais insister, c'est que c'est l'occasion de travailler sur des cas d'usage. Cas d'usage, notamment, par exemple, au niveau de l'exploitation de la messagerie de santé sécurisée, car on a souvent, effectivement, on identifie facilement l'intérêt d'envoyer, par exemple, une lettre de liaison au médecin traitant en sortie de l'hôpital. En revanche, je trouve qu'on néglige encore à l'heure actuelle beaucoup trop la partie alimentation du secteur paramédical. Je prendrai par exemple la prise en charge aval des patients qui sortent d'un SSR en kinésithérapie. Donc, en fait, je crois qu'il y a encore un vrai travail qui doit associer nécessairement les qualiticiens internes aux établissements pour identifier les cas d'usage de ces nouveaux mécanismes. Un petit mot, effectivement, sur le fait que finalement, on n'est pas véritablement sur une problématique technique, sans citer de solution, parce qu'on a un devoir de neutralité. Il existe vraiment des solutions qui sont très, très facilement implémentables dans les systèmes d'information et qui permettent d'alimenter à la fois le DMP et qui proposent une solution de messagerie de santé sécurisée. Enfin, un petit retour d'expérience de mes dialogues avec les établissements, c'est que ce type de projet qui est transverse doit nécessairement être sponsorisé en interne par un membre de la direction qui a une conviction et qui a quelque part l'autorité nécessaire pour que tous les acteurs de la prise en charge travaillent dans le bon sens pour pouvoir justement alimenter ces mécanismes. Toujours de manière qualitative, bien évidemment. Alors, quelques informations pratiques que j'ai voulu rappeler dans cette présentation. On exploite le référentiel OSIS. Donc là, j'ai refait une petite copie d'écran du référentiel. On est dans un onglet qui s'appelle Open Indicateur de cible d'usage. Et donc, dans cet onglet, on a un sous-ensemble qui concerne la saisie donc des IFAC avec quelques liens qui n'apparaissent pas en fait sur le slide, mais qui permettent aux établissements de renseigner en fait ces indicateurs. Sachant que la solution OSIS est réputée évoluer en 2023 vers une V3, donc je ne connais pas encore l'interface qui sera mise à disposition des établissements. Slide suivant. Donc, de manière très concrète, 2 fiches ont été montées, que l'on a baptisé D2.2i et D6.3i, excusez-moi pour le côté un peu barbare, pour bien indiquer que ce sont les fiches IFAC, et un guide d'aide au remplissage a été transmis aux fédérations. Donc, normalement, ce guide est très, très facile à trouver sur Internet si vous n'en disposez pas encore, mais théoriquement, vous êtes réputé l'avoir. Et puis, l'organisation des fiches. Alors là, c'est aussi un rappel. Je ne vais pas rentrer dans je pense, dans le détail de la fiche, mais simplement pour dire et souligner qu'au-delà des saisies directes dans la fiche, il y a aussi la possibilité de télécharger des documents. Et ces documents, finalement, ce sont les éléments de preuve qui vont éventuellement faire l'objet d'une instruction si on veut se pencher sur les résultats atteints par un établissement. Slide suivant. Voilà, et donc aussi une information un peu pratique sur la manière de présenter l'atteinte des cibles d'usage, et d'ailleurs qui peut s'appliquer à bien d'autres indicateurs que ces 2 indicateurs open. De manière très régulière, donc vous l'avez compris, quand on produit des indicateurs, y compris des indicateurs qualité, on va chercher l'information dans les systèmes d'information. De plus en plus, les éditeurs fournissent des requêtes préformatées, donc en fait,
De manière très simple, on saisit une période de référence. Éventuellement, on saisit une typologie de séjour concernée, hospitalisation complète, HDJ. On peut éventuellement même faire un focus sur un pôle ou un service. Et puis, l'outil, de manière transparente, va générer les statistiques et les résultats dont on a besoin pour nourrir ces indicateurs. Ce qui est très confortable, mais qui n'existe pas toujours. Alors, il y a une deuxième solution qui consiste à construire ce qu'on appelle une requête SQL qui va directement interroger la base de données. C'est là où les informaticiens ont une valeur ajoutée et doivent dialoguer aussi pour comprendre les besoins métiers. Et cette capacité à aller interroger un petit peu plus finement les bases de données peut être intéressante parce qu'elle permet aussi d'analyser ce qu'on appelle les exceptions. Par exemple, pourquoi est-ce que sur une donnée justement calendaire donnée, on n'a pas réussi à alimenter tous les DMP des patients qui en disposaient lors de leur séjour? Et c'est là effectivement qu'on va avoir des exemples sur, par exemple, les délais de production de ces fameuses lettres de liaison qui sont amenées à alimenter le DMP. Et enfin, le troisième type de documentation qui est recevable, que l'on peut donc télécharger avec ces indicateurs, c'est tout simplement des listes, des listings de séjour que l'on va aller prendre dans les admissions, dans le dossier patient et éventuellement dans ce qu'on appelle les passerelles d'alimentation du DMP qui permettent de décompter. Alors, c'est un petit peu barbare comme méthode, mais bon, en fait, ça permet d'être très exhaustif. Voilà, donc très brièvement présenté ce que l'on peut attendre, nous, quand on va introduire, quand on va vérifier ces dépôts. Et enfin, pour conclure cette présentation, on a dit en introduction aussi que IFAC, c'était encore un petit peu obscur en termes de calcul et de valorisation des indicateurs. Là, je vous présente des informations qui nous ont été données par le ministère au niveau de ces deux indicateurs. Alors, de manière globale, l'atteinte des deux indicateurs pèse 17% du total de la valorisation IFAC pour les domaines MCO, SSR et HAD et 50% pour le domaine dialyse. Ça, c'est un premier niveau d'information. Ensuite, l'indicateur DMP pèse un quart donc, de la note finale et logiquement, la messagerie de santé sécurisée pèse trois quarts. Ensuite, une notion importante qui est importante dans le sens de l'évolution de la philosophie de calcul des indicateurs, enfin des résultats et de la valorisation de ces indicateurs, c'est que, évidemment, si on atteint les fameux 20% pour le DMP et 50% pour la messagerie de santé sécurisée, on a 100% de valorisation. Cependant, on tient compte aussi d'une évolution en fonction du recueil précédent au niveau des établissements. Si l'établissement était parti l'année précédente de 0 et qu'il est arrivé en fait à alimenter 50% de la cible, eh bien effectivement là on va valoriser 50%, on va valoriser en proportion de l'atteinte de la cible. Sachant que ça vise à récompenser une évolution positive, bien évidemment. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation, ce focus sur les deux indicateurs numériques. C'est bien, on arrive à la fin de cette présentation. Donc vous pouvez poser vos questions sur le chat questions-réponses. L'objectif donc de cette journée, c'était de vous mettre un peu à niveau d'information et je tiens à remercier la DGES pour sa présentation et sur la montée en charge du dispositif IFAC et les perspectives d'évolution. Donc ça, c'était pour la vision globale nationale et l'HAS pour les indicateurs IQSS et sur les perspectives des nouveaux indicateurs. Et on a aussi pu vous présenter aujourd'hui les différents accompagnements au niveau régional qui sont menés par l'ARS conjointement avec la DCGDR et avec la SRA. Donc, comme M. Bousma vous a un peu présenté en début de séance, l'objectif, c'est vraiment que, au-delà de l'enjeu financier qui devient de plus en plus prégnant pour les établissements, l'objectif, c'est vraiment
L'objectif, c'est vraiment l'amélioration de la qualité et de la prise en charge des patients, hein. Et on est là pour vous accompagner. Et n'hésitez pas donc de ce fait à nous remonter vos questions, vos interrogations à la référente DRS qui est à côté de moi, qui est Hélène Bomy, sur le sujet. On va essayer de répondre à vos questions. On n'a pas beaucoup de questions en fait, mais je vais laisser Hélène Bomy les lire. Peut-être que certaines questions seront dont la DGOS pourra répondre ou l'HAS. Je laisse Hélène vous les lire. Alors, nous avons une question, je pense, qui est à destination de la HAS, si Madame Morin, oui, je vois, qui est l'indicateur sur la qualité de la lettre de liaison sera-t-il déployé pour les établissements HAD? Alors, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors non, il ne sera pas déployé parce que c'est une prise en charge qui est quand même très particulière et donc il avait été acté que l'indicateur ne serait pas déployé. À la fois parce qu'on a la particularité de la prise en charge de l'HAD avec donc certes le médecin coordonnateur, mais le médecin traitant qui est le destinataire principal de cette lettre de liaison à la sortie. Donc ça n'avait pas de sens de travailler l'indicateur, ça n'empêche que comme ça l'était demandé sur l'HAD dans le passé, il est important qu'il y ait un compte-rendu d'hospitalisation puisque c'est du sanitaire et que même si le médecin traitant est intervenu à domicile, il est important qu'il y ait encore cette notion de compte-rendu de fin d'hospitalisation. Alors, il y a des termes un peu différents, mais donc l'indicateur en tant que tel, nous ne l'avons pas travaillé. Les textes, par contre, n'excluent absolument pas l'HAD de ce déploiement. Donc, nous, d'un point de vue démarche qualité, on a jugé que ce n'était pas pertinent d'avoir l'indicateur en tant que tel en HAD, mais la liaison, on va dire, entre les hospitalisations ou la trace, puisque c'est quand même très particulier, elle doit être maintenue et on doit avoir un compte-rendu à minima de ce qui s'est passé. Voilà. Mais l'indicateur n'existera pas. Très bien, merci. Alors, on a une autre question, mais on ne sait pas à qui elle s'adresse. Et on va dire que ce n'est pas trop l'objectif d'aujourd'hui, mais c'est de présenter les résultats du SSR. Je ne sais pas, c'est pour quels sont les résultats qui sont demandés. Alors, je pense que c'était les indicateurs, mais c'est vrai qu'il faudrait une session complète. Donc, oui, voilà. Mais on a quelques baisses. Là, on est en train de regarder et on va avoir à creuser parce qu'on se rend compte qu'on a des indicateurs qui sont en baisse au niveau du national. Donc, on rendra le détaillé agrégé au mois de janvier et il sera peut-être l'occasion de faire une session complète aussi avec les indicateurs ISATIS. Très bien. Bah, écoutez, je n'ai plus d'autres questions. Je suis en train de regarder le fil. Oui. Ah, oui, il s'agissait des résultats IQSS, USSR. C'était bien ça. Merci. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Sinon, de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions suite à cette présentation, de nous les remonter et on essaiera d'y répondre, ou en tout cas, on pourra se retourner vers l'HS ou la DGOS si vraiment les questions un peu plus techniques, pointues. On va vous mettre à disposition la présentation d'aujourd'hui sur le site de la HAS, parce qu'on a un site de l'ARS, pardon. Le site de l'ARS. Donc, vous aurez à disposition cette présentation d'aujourd'hui directement sur le site. Donc, on a un site dédié qualité où on met à votre disposition tous les documents en lien avec la qualité. Et donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous remonter vos questions et donc à Hélène Bomy qui essaiera de vous répondre. Voilà, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à nous remonter vos questions. Et je remercie les différents intervenants pour leurs présentations qui ont été très claires, en tout cas, et très détaillées et très claires, et qui ont permis de mettre en perspective l'évolution et des modalités d'évaluation des IFAC
Et on essaiera de voir, de reproduire cette modalité d'intervention dans un avenir, pour 2023 ou autre, en fonction de l'actualité, pour tenir informé sur ce sujet très important des IFAC et de la qualité. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous de votre invitation et on est à votre disposition. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.